qui avait, au moment où cette vidéo a été publiée, n'ont pas nié l'existence de la vidéo, mais qui avait dit oui, ça existe, mais j'ai été piégé. C'est bien cela, je crois, qui a été dit par le général Mokoko. Et sur cette base-là, n'était-il pas logique que les services compétents ne fussent que l'entendre dans le cadre d'une enquête préliminaire? Il me semble qu'il y a des pays en Afrique où il y a eu une affaire qui ressemblait un peu à ça. Je ne cite pas ces pays, mais ce pays ou ces pays, parce que ça a fini par mettre en cause une grande autorité d'un pays voisin, je crois qu'il y a eu une procédure qui a été mise en route. Donc nous, il ne s'agissait pas là d'une procédure, il s'agissait de demander des précisions par la police judiciaire. Ça, c'est le deuxième point. Maintenant, les gens continuent en disant « Oui, bon, cette affaire-là, on voit bien qu'aujourd'hui, on la réactive, mais pourquoi le général Mokoko n'a-t-il pas été poursuivi avant? Et donc, sous-entendu, pourquoi l'a-t-on laissé se présenter à l'élection présidentielle? Mais là également, c'est méconnaître la notion d'état de droit. Le juge constitutionnel, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, qui doit connaître de l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle. Quand il reçoit le dossier du candidat, il a demandé au candidat d'apporter la preuve de sa nationalité congolaise, une copie de son casier judiciaire et un certain nombre de documents liés à sa bonne santé morale et physique, puisqu'il y a une visite médicale, etc. Mais quand le général Mokoko, parmi les autres candidats, dépose son dossier, y a-t-il dans son dossier de candidature un élément qui pourrait le rendre inéligible? Non. C'est justement si la Cour constitutionnelle l'avait rendu inéligible, là, à ce moment-là, qu'il y aurait eu une décision politique. Parce que le dossier du général Mokoko, à ce moment-là, ne contient rien qui le rende inéligible. Il y a une enquête préliminaire, c'est vrai, concernant cette affaire de vidéo, mais il n'y a pas d'élément juridique ou juridictionnel qui aurait dit ou justifié il n'est pas éligible. Il n'y avait pas de condamnation, pas d'inculpation, rien qui aurait justifié son inéligibilité. Et d'autre part, je vous rappelle que le juge constitutionnel n'est pas le juge pénal. Dans ce que l'on appelle la tradition juridique française, encore une fois, c'est le pénal tient le civil en l'état. C'est-à-dire que s'il y avait une affaire pénale qui était déjà en cours, oui, là, le juge constitutionnel aurait constaté. Mais le juge constitutionnel n'a pas à savoir d'affaires qui ne font l'objet à ce moment-là que d'enquêtes préliminaires et qui, à ce moment-là, n'ont aucun impact sur la situation juridique du candidat qui dépose son dossier en vue de sa candidature à l'élection présidentielle. C'est le contraire, c'est-à-dire s'il avait été déclaré inéligible, qui aurait logiquement dû faire l'objet d'une contestation en disant « vous faites une action politicienne en rejetant sa candidature ». Voilà, c'est le deuxième point. Troisième point. Aujourd'hui, Alain Shungu, et encore une fois, j'adosse mon raisonnement sur l'application de la règle de droit. Nous parlons tous les jours d'état de droit, mais là, nous avons l'application de l'état de droit. Je trouve insultant que certains médias internationaux, excusez-moi le terme, quand je dis insultant, on ne m'insulte pas en tant qu'individu, mais on insulte l'État, au sens où on demande à un membre de l'exécutif que je suis, sous prétexte que je suis ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, mais pourquoi vous avez, sur quels éléments vous basez l'inculpation du général Mokoko? Et ma réponse à chaque fois ne semble pas les satisfaire, parce que je dis je ne sais pas, parce que je ne suis pas juge, je ne suis pas le magistrat, je suis membre de l'exécutif. Et si je connaissais le contenu du dossier, je ferais ce qu'on appelle une forfaiture. Un membre de l'exécutif n'a pas à connaître le contenu d'un dossier qui est soumis au secret de l'instruction. Donc au moment où nous parlons, je ne peux pas vous dire si les éléments qui sont dans la procédure concernant le général Mokoko incluent ou pas cette vidéo, je n'en sais rien. Je l'ai dit à vos collègues qui m'ont interrogé de la presse internationale. Peut-être, peut-être pas. Je n'ai pas à le savoir à ce stade. Ce que je sais, c'est ce que nous savons tous. C'est ce qu'on appelle les faits qui ont été qualifiés et qui justifient le mandat de dépôt contre lui. Il est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État et pour détention illégale d'armes de guerre. C'est ça qui est rendu public. Donc, au moment où nous parlons, je ne peux pas et je ne sais pas dire si le dossier, le contenu du dossier inclut ou pas ce qui relevait de l'enquête préliminaire sur la vidéo. Je n'en sais rien. Même, vous l'aurez suivi,
Son avocat, Maître Ibwanga, l'avocat du général Mokoko, je l'ai suivi moi sur un certain nombre de médias, a été prudent. Il a dit, je n'ai pas à vous donner le contenu. Le procureur et le parquet ont donné l'incrimination pour laquelle il fait l'objet d'une procédure et d'une instruction. Mais je n'ai pas, et ça c'est l'avocat qui parle, je n'ai pas à vous donner le contenu des pièces qui justifient la poursuite judiciaire. Vous voyez que c'est ça la règle de droit, c'est ça l'état de droit. Donc au moment où nous parlons, moi je dis, si l'État avait eu une approche politicienne, eh bien, en toute logique, le général Mokoko n'aurait pas été candidat. On en aurait profité si c'était politicien ou politique. La procédure d'aujourd'hui est une procédure probablement sérieuse, une procédure liée à un certain nombre d'investigations qui ont été menées. Certainement qu'il existe des éléments factuels, matériels qui justifient cette procédure, et il ne m'appartient pas de le commenter. Et pour que la justice soit rendue sereinement, parce que jusqu'ici le général Mokoko est présumé innocent tant qu'il n'est pas condamné, c'est ça la loi, en France comme au Congo, c'est le même droit, j'ai dit. Eh bien, attendons sereinement que la justice rende son avis et nous dise le droit pour ce qui concerne le général Mokoko. Vous évoquez la cavale du ministre Okombi, je n'en sais strictement rien. Je constate comme tout le monde qu'en tant que leader politique, on ne l'entend pas, on ne le voit pas, donc je ne sais pas. Je n'ai aucune information particulière. Nous entendons toutes ces rumeurs, mais en tant que ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, je n'ai pas l'habitude de commenter des rumeurs. Monsieur le ministre, quand on quitte Paris, justement, il y a eu des événements qui se sont passés à l'ambassade du Congo. Et justement, je voulais savoir ce qu'il en est de l'enquête, s'il y a une enquête qui est diligentée ou non, parce que je considère que c'est un établissement assez important de la République qui a été endommagé, et cela sérieusement. Il y a certains de nos compatriotes qui aujourd'hui, pour une position quelconque de soutenir un parti politique ou encore une formation politique, ont en quelque sorte un procès là-dessus. On aurait l'impression qu'on ne peut plus apporter une contribution dans une formation politique ou quoi que ce soit. Voilà un peu, on est très agressé, ou on est verbalement et physiquement par rapport à ça. Une opération qui se passe en pleine nuit, dans une capitale qui est sous état d'urgence. Sous état d'urgence depuis 8 mois, 7-8 mois. Qui, cette capitale, a même vu les mesures de sécurité renforcées. Je dis bien renforcées pour cause de tenue de l'Euro 2016 de football. On a entendu les autorités françaises annoncer le renforcement pour éviter les psychoses qui commençaient à naître avec les fan zones, vous vous rappelez? Enfin, il y a eu toute une psychose juste avant le début de l'Euro 2016. L'ambassade du Congo n'est pas à Barbès, pour ceux qui connaissent Paris, ou dans les bas-fonds des quartiers de Paris. Elle est dans le triangle que je qualifierais de stratégique, où se situent les plus hautes autorités françaises, en tout cas les institutions françaises, et les ambassades des pays les plus importants au monde du point de vue stratégique. Donc des individus, dans un tel contexte d'état d'urgence, de renforcement de la sécurité due à l'euro, et de la localisation de l'ambassade du Congo, réussissent à venir avec un véhicule, à utiliser le véhicule comme ce qu'on appelle un véhicule bélier, défoncer l'entrée, rentrer, jeter des cocktails Molotov, brûler le véhicule et disparaître dans la nature, on ne peut appeler ça qu'un mode opératoire qui était professionnel. Parce qu'il faut le faire dans un secteur qui, a priori, au sens congolais du terme, on dit c'est un secteur miné, c'est comme ça qu'on dit. Dire, ah, là, pour aller, c'est comme si quelqu'un posait un tel acte au quartier du Plateau en ville. Vous voyez, on va dire, bon, c'est quand même bizarre. Bon, nous notons que ces individus ne sont pas à ce stade identifiés. Le gouvernement congolais, dans le communiqué que j'ai évoqué, a demandé à la République française et aux autorités françaises de mener les investigations nécessaires et de mener une enquête sérieuse pour que les individus qui ont commis l'acte soient identifiés. À ce stade, nous attendons, les autorités congolaises compétentes attendent les résultats de l'enquête, et je crois que les autorités congolaises compétentes pourront un jour communiquer sur les éléments d'information que la République française et les autorités de la République française pourront lui donner. Moi, je note simplement, c'est une préoccupation, que là, nous sommes montés un peu, on va dire, à un niveau de violence qui peut laisser craindre qu'un jour, on puisse subir des morts d'hommes.
Parce qu'il faut qu'à un moment donné, les autorités du pays accueillant, conformément à la Convention de Vienne, eh bien que les autorités du pays accueillant assurent la sécurité des représentants diplomatiques et des édifices relevant de la juridiction du pays qui est accueilli. J'ai discuté de ça avec le ministre Mboulou le lendemain de la commission de l'attaque de l'ambassade. Il m'a dit, le ministre Mboulou, ministre de l'Intérieur, il dit « Mais monsieur le ministre, nous, le Congo, nous avons un dispositif à la place de la Poste, au rond-point, vous voyez souvent des véhicules de police qui sont là, qui permettent d'assurer la protection de l'ambassade de France au Congo. Et imaginons que dans ce contexte-là, l'ambassade de France soit attaquée, je crois que légitimement, les autorités françaises auraient des comptes à demander à la République du Congo. Qu'est-ce que s'est-il passé? Comment les gens, dans un secteur stratégique, ont pu commettre de tels actes graves et puis s'évanouir dans la nature? Donc nous vous demandons de faire des enquêtes. Je crois que c'est ça qu'on nous aurait dit. Je peux même attester d'un point. Quand vos amis journalistes venus pour couvrir l'élection présidentielle, je crois qu'il y en a 2 ou 3 de l'agence France Presse et puis du journal Le Monde qui disent avoir été agressés, qui ont vu leur matériel qui a été soutiré par des individus inconnus. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, il n'y a rien qui permette d'identifier les individus. Ils viennent, ils ont agressé ces gens, ils ont pris le matériel. Mais est-ce que vous savez que dans la foulée, j'ai reçu l'ambassadeur de France et une délégation de l'ambassade de France, et vous avez suivi les protestations qui ont été immédiatement faites par les canaux diplomatiques. Bon, imaginez que si c'était l'ambassade de France qui avait été attaquée, qu'est-ce qu'on aurait subi? C'est-à-dire, et légitimement d'ailleurs, parce qu'il est intolérable que des journalistes soient attaqués. C'est intolérable. Mais en même temps, si d'un côté, un État est très chatouilleux de manière légitime sur la sécurité physique de ses ressortissants, qui ne sont pas avec statut diplomatique, c'est des journalistes qui sont venus en mission, c'est-à-dire ils sont venus couvrir un événement. S'il est chatouilleux sur ça, il le serait d'autant plus s'ils avaient eu le statut diplomatique ou si l'édifice diplomatique appartenant à la République française aurait été attaqué. De même, je trouve légitime que le Congo soit chatouilleux sur les attaques, les agressions ou les dégradations qui seraient commises sur les édifices diplomatiques ou les agents diplomatiques congolais. C'est ça la réciprocité de la Convention de Vienne. Donc nous avons une pleine confiance, et c'est ma conclusion, dans la capacité des autorités françaises à identifier les auteurs et à les traduire devant les juridictions compétentes. Nous attendons les résultats de l'enquête qui est en cours, pour laquelle les autorités françaises, j'en suis convaincu, donneront des suites au gouvernement de la République du Congo. Nous voulons savoir comment va se passer l'organisation du statut de l'opposition. C'est-à-dire que nous savons que la procédure a été déjà engagée au niveau, je pense, de l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire à ce jour, qu'en est-il réellement de l'organisation de ce statut de l'opposition congolaise? Rapidement, pour ce qui concerne le statut de l'opposition, non, on n'est pas encore à l'Assemblée nationale ni au Parlement. Il s'agit d'un projet de loi, c'est-à-dire que le statut de l'opposition est prévu par la Constitution et il est indiqué dans la Constitution qu'une loi va pourvoir à l'organisation même du statut de l'opposition. Le ministre de l'Intérieur, le ministre Mboulou, a reçu les partis politiques et la société civile il y a quelques semaines. Et les échanges entre le gouvernement, à travers le ministre Mboulou, et les partis politiques auxquels on a joint la société civile vont permettre de nourrir et d'enrichir le document ou le draft proposé par le gouvernement. Parce qu'on ne va pas prévoir un statut qui soit totalement désincarné, qui tombe du ciel et qui ne soit pas en harmonie avec les souhaits de la classe politique, majorité comme opposition. On associe la société civile. Donc le texte est actuellement en train d'être enrichi, modifié, amendé, et ensuite il fera l'objet d'une adoption au Conseil des ministres. C'est un projet de loi. C'est à ce moment-là que nous connaîtrons très précisément ce que le statut de l'opposition va recouvrir. Alors là-dessus, je tiens quand même à dire, parce que là également, on a l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes. Mais la plupart des États au monde n'ont pas de statut de l'opposition. Pourquoi, sous l'impulsion du président de la République, le projet de constitution soumis à référendum le 25 octobre
dernier, et finalement adopté pour devenir la Constitution qui régit les rapports institutionnels dans notre pays et qui est la loi fondamentale aujourd'hui. Pourquoi c'est prévu? C'est parce que nous ne sommes pas encore ce type de démocratie apaisée qui fasse qu'on ait toujours une harmonie, une dialectique entre celui qui gagne les élections, qui prend donc en main les affaires de l'État, et ceux qui éventuellement ont été battus, parfois même ont été battus en étant aux affaires, et qui deviennent le lendemain de ces élections l'opposition. Eh bien, nous n'avons pas aujourd'hui dans notre vie politique et dans nos mœurs les instruments qui nous permettraient de nous prémunir des conflits d'intérêts qui sont évidents quand on quitte les affaires et qu'on devient l'opposition, ou quand on est l'opposition pendant longtemps. Ça crispe les rapports. Il y a des pays qui ont été amenés, et très rares au monde, à les organiser. Moi, dans les pays développés, je n'en connais qu'un, c'est le Royaume-Uni. Mais encore, c'est coutumier, parce que c'est ce qu'on appelle le statut de l'opposition de Sa Majesté. C'est-à-dire, quand vous voyez même le Parlement au Royaume-Uni, à Londres, à Whitehall, le Parlement de Westminster, vous avez la majorité, le gouvernement qui est assis d'un côté. On voit bien même la configuration du Parlement anglais. C'est une espèce de rectangle, hein, vous voyez. On a le gouvernement qui est là, on a l'opposition de Sa Majesté qui est là. C'est-à-dire que le gouvernement, évidemment, c'est lui qui gère l'État, il est donc une institution, et l'opposition est aussi une institution, parce qu'il y a le chef de l'opposition, qui lui-même a ce qu'on appelle des contre-ministres et un shadow cabinet, c'est-à-dire le gouvernement fantôme. Celui qui, il y a actuellement au Royaume-Uni, il y a le ministre qui gère les affaires du pays. Par exemple, il y a un ministre qui peut gérer la communication. Vous aurez dans l'opposition un ministre, entre guillemets, fantôme de l'opposition, qui sera là pour suivre au nom de l'opposition les affaires du ministre de la communication qui lui est en charge des affaires de l'État. Eh bien, cet équilibre-là, je crois que le Royaume-Uni est un des rares pays au monde à l'avoir atteint. Maintenant, comme nous ne sommes pas dans les traditions de ces autres pays qui, eux, n'ont pas adopté de statut, mais qui ont une dialectique qui permet à un opposant de se dire « Bon, c'est vrai, nous venons de perdre le pouvoir, mais c'est pas grave, on a les moyens juridiques, institutionnels, matériels, parce que la question, elle est d'abord matérielle, de fonctionner comme opposition. » Eh bien, nous n'avons pas ces outils-là ou ces mœurs. Il fallait donc que l'État, à travers la Constitution, donne ce signal d'apaisement pour dire que celui qui gagne ne gagne pas tout, celui qui perd ne perd pas tout, que celui qui gagne n'a pas le cerveau le plus intelligent du pays et que celui qui perd n'a pas le cerveau le plus bête du pays. Et que c'est dans l'harmonie